Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Lors du récent sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad, le président Macron a appelé au renforcement de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le président français Emmanuel Macron a également souligné la nécessité du retour de l'autorité de l'État dans les territoires délaissés de la région. De ce fait, la France s'engage à maintenir sa présence au Sahel par la force française Barkhane qui compte aujourd'hui près de 5100 hommes ainsi que le groupement spécial Takuba. Mais le peuple malien, très en colère, n'est pas d'accord avec le maintien de la force Barkhane sur leur sol. Comment bien comprendre les motivations de cette colère du peuple malien? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Luc Michel, parlons du Mali. Alors, les Maliens s'attendaient quand même à de grosses décisions lors du dernier sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena. On se souvient qu'il y a eu des manifestations à répétition dans le pays et la dernière avait été non seulement interdite, mais aussi réprimée pour ceux qui avaient franchi le pas. Alors, aujourd'hui, comment comprendre cette colère des Maliens qui, à date, retrouvent toujours des soldats français sur leur territoire sous le prétexte, bien sûr, de la lutte contre le terrorisme? J'en viens maintenant donc à votre question sur le Mali. Lorsqu'on m'avait demandé de commenter les annonces de ce sommet, j'avais dit que c'était de la comédie et de l'enfumage. Que Macron, en fait, n'avait pas du tout ni l'intention de réduire les troupes, ni le budget, ni de s'en aller, mais simplement, Macron se moque des Africains et des Maliens. Ce qui lui pose problème, ce ne sont pas les manifestations à Bamako, puisqu'il méprise les Africains. Ce qui lui pose problème, ce sont deux dossiers. Un dossier de politique intérieure française, c'est la prochaine élection présidentielle qui arrive. Macron, évidemment, il doit faire face à un débat public, débat qui a démarré avec le livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos en janvier 2020, Une guerre perdue de la France au Sahel, débat qui a été repris par l'hebdomadaire Marianne, extrêmement populaire, débat qui a été repris par le quotidien Le Figaro, débat qui a été repris par l'ancienne ministre de François Mitterrand, Michel Cotta. Que disent-ils tous? Ils disent, le problème c'est pas de savoir si nous allons quitter ou pas le Mali, mais quand et dans quelles conditions. À partir de ce moment-là, Macron sait qu'une majorité de Français, 51%, il y a un sondage Ipsos Le Point, il y a 3 semaines, sont opposés à la continuation de Barkhane, et un noyau dur de 19%, on sait qu'il y a dedans les gilets jaunes notamment, qui viennent souvent sur notre plateau exprimer leur solidarité avec le Mali. Il y a un noyau dur de Français opposés à ça. Il faut donc que Macron enfume les Français, fasse croire qu'il s'apprête à se retirer, en sachant que la présidentielle française, pour le moment, se joue de nouveau entre Macron et Marine Le Pen, et que Marine Le Pen est une partisane acharnée de Barkhane. Elle est venue notamment il y a 2 ans à N'Djamena à l'occasion des fêtes de Noël pour soutenir les soldats français. Dès lors Macron a enfumé tout le monde, il n'a pas l'intention de partir. Il y a un deuxième dossier, c'est un dossier de politique internationale. Les Français opposés à cela, c'est l'existence même de la France-Afrique. S'il n'y a plus de présence militaire, il n'y a plus de France-Afrique. Depuis 1960, Foccart, mais aujourd'hui Le Drian, avait bâti la France-Afrique sur le pilier de la présence militaire et des services secrets, en plus des barboutes. Si Barkhane quitte le Mali, mais aussi le Niger, c'est la fin de l'uranium gratuit pour Areva. La France vend des centrales nucléaires. On ne produit pas en France 1 gramme d'uranium. Le principal concurrent de Areva, c'est le groupe russe Rosatom. Rosatom, lui, vient avec l'uranium qui est produit par les Russes dans leurs mines de Mongolie extérieure aux frontières de la Sibérie. À partir de ce moment-là, qui dit départ de Barkhane, dit plus d'uranium. Qui dit départ de Barkhane, dit plus de France-Afrique. Qui dit départ de Barkhane, dit fin du pillage de l'Afrique. Voilà tout le dossier. Voilà pourquoi il ne faut rien attendre des Français.
Voilà pourquoi surtout, il faut soutenir les camarades maliens. Ils ont prévu, ça a commencé le 20 janvier dernier. Nous avons eu un Français qui apparemment vit ou était à ce moment-là au Mali et qui disait, mais opération Barkhane, mon Dieu, on a appauvri la France en dépensant 2 millions d'euros par jour. Et moi j'avais répondu que, qu'est-ce qu'on dépense au Mali? Eh bien, ce que le troufion français mange, ça vient de France. Les armes qui sont utilisées au Mali viennent de France. Je vous assure que dans cette affaire-là, tout ce qui reste aux Africains, c'est les déchets fécals du troufion français. Que l'on me permette de parler comme ça, mais c'est vraiment le fond de mon cœur que j'exprime. Alors, la France généreuse et civilisatrice, c'était un langage d'autrefois. En réalité, la France a vaincu les Africains à un moment donné. La colonisation n'est pas une opération d'amour, c'est une opération de conquête, d'occupation et d'exploitation. J'allais dire, je dois ajouter d'ailleurs, de spoliation. Parce qu'on peut encore exploiter de manière à ce que le pays d'accueil puisse en tirer profit. Mais voilà que en pratiquement un siècle, l'Afrique n'a pas bougé sur le plan du développement. Et malgré l'action généreuse et civilisatrice des Français, au contraire, la France est là pour rechercher ce qui lui est utile, ce qu'elle ne peut pas avoir, et pour s'en approprier sans bourse de lier. Vous n'avez qu'à vous souvenir des 11 accords avant les indépendances que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises ici. Parce que l'uranium, et il faut le dire, l'uranium malien est pris gracieusement, gratuitement par la France, qui est devenue pratiquement la première puissance mondiale en matière de vente et d'entretien de l'énergie nucléaire civile. Dans ces conditions-là, on peut comprendre que les Maliens en aient par-dessus la tête. Parce que la France est venue, soi-disant pour aider à la pacification du pays. Et aujourd'hui, on nous dit que le Mali est déjà coupé en deux. N'est-ce pas? Il y a un État qui se prétend être l'Azawad dans le nord, et puis il y a le Mali, ce qu'il en reste. Eh bien, dans ces conditions-là, messieurs les Français, vraiment allez voir ailleurs. Je vous rappelle qu'en relations diplomatiques internationales, quand on a fait la guerre, qu'on l'a perdue, on a droit d'être occupé. Nous avons perdu la guerre de la colonisation et nous avons été occupés plus d'un siècle. Ça, c'est de la vieille histoire. Mais cette histoire que chacun vient avec des bases militaires, non. En 1945, quand la guerre se termine, les armées anglaises et américaines qui ont aidé la France à se libérer du nazisme n'ont pas demandé à s'installer en France. Elles sont rentrées tranquillement chez elles. Et parce que l'Allemagne avait perdu la guerre, on y a installé des bases pour pouvoir la tenir. Plus rien ne justifie que les Français viennent en Afrique. Plus rien ne justifie que les Français viennent en Afrique. La France a tellement fait du mal à l'Afrique que vraiment d'évoquer la France quelquefois, ça coupe l'appétit à ceux des Africains qui comprennent de quoi on parle. C'est la France qui a organisé le génocide linguistique de plus de 600 langues africaines. C'est la France qui nous impose une langue étrangère. C'est la France qui a systématiquement détruit nos cultures pour implanter la sienne. Vraiment, c'est déjà beaucoup trop de mal pour qu'on continue de l'aimer. Alors, les Maliens, parce qu'ils ont le malheur, quand ils se lèvent chaque matin, ils voient des troufions français passer, c'est normal qu'ils réagissent. Je vous assure que le jour où il y aura une base au Cameroun, elle prend une proportion aujourd'hui qui devient quasi incontrôlable. Ils sont aux portes de Bamako. Mon cher Bachir, vous me permettrez d'abord, à la suite de Louis Michel, de reprendre ses propos concernant le rapport de Malabo et la France. Oui.
le colonel Michel, l'autorité de Malabo doit envisager sérieusement la rupture de relation avec la France et le chassement de l'ambassadeur de France à Malabo. Ça, c'est clair. Moi, les autorités guinéennes, équato-guinéennes ont fait preuve d'un sens de la patience qui est extraordinaire. Donc là, on a franchi la ligne rouge depuis très longtemps. De mon point de vue, la ligne rouge a été franchie depuis très longtemps. Il faut chasser, il faut rompre les relations diplomatiques avec la France et chasser l'ambassadeur de France en Guinée. Moi, j'ai testé Bachir, j'ai testé les gens, et vous savez de quoi je parle. J'ai testé des gens, et les gens nous disent que le seul langage que la France peut écouter à cette affaire, c'est la rupture des relations diplomatiques. Qu'elle fait le bruit là le jour, mais si Malabo rompt les relations avec la France, c'est la France qui a pris sa pète. Donc moi je pense que ce temps est arrivé. Il leur est arrivé où de plus en plus il faudra chasser les ambassadeurs français des pays africains. Parce que c'est comme ça qu'on peut, on n'a rien à faire. Il n'y a rien de bon à faire avec ces pays-là. Rien de bon du tout, mon cher Bachir. Et c'est le même ton qui va continuer pour la question du Mali. Je suis très heureux, Bachir, que vous remettez, que vous perspectivez le temps. Oui. C'est pas 8 ans. La France est en guerre contre le Mali depuis plus d'un siècle. En guerre contre le Mali? Oui, c'est la guerre. En tout cas, moi, je ne parlais pas d'une guerre contre le Mali. Moi, je vous dis ce qui est. Je parle d'une guerre contre les terroristes. Non. Si on lit l'affaire comme ça, oui, on passe à côté du sujet. On va reprendre en notre compte le narratif des médias français et le narratif de M. Macron. Alors, c'est une abomination de reprendre dans son compte ce que dit ce monsieur. Donc, le narratif vrai, c'est que la France est en guerre contre le Mali. Et cette guerre a des phases, mon cher Bachir. A des phases. Il y a eu une phase qui a conduit à la liquidation de Modibo Keïta. Vous savez, après le moment, les temps glorieux de l'indépendance malienne, à l'époque c'était la Fédération du Mali et du Sénégal. Dr Bachelet qui sait connaître de quoi on parle. Senghor a trahi, Mali se retrouvait seul et la France en a profité pour liquider Modibo Keïta. Et depuis la mort de Modibo Keïta, les Maliens savent qu'on a tué leur rêve d'indépendance. Les Maliens savent qu'on a anéanti le rêve d'émancipation et que leur pays est un territoire occupé depuis ce moment-là. Parce qu'on a tué Modibo Keïta, on l'a remplacé par qui? Un certain Moussa Traoré, petit soldat qui venait d'Indochine. Faire son âme, il est parti. Bon, on va pas te dire avec lui, mais il venait d'Indochine. Les Français ont fait, comme ils ont placé plusieurs, ils ont placé Moussa Traoré au Mali, ils ont placé l'autre Yadema au Togo, ils ont placé l'autre Bokassa et consort en Centrafrique. Vous voyez, c'était bien organisé, mon cher Bachir. Donc, après Moussa Traoré, il y a eu Toumani Touré, lui-même qui a fait le cinéma avec la France, et ainsi de suite, jusqu'à ce coup d'État, simulé, organisé par la France, et avec devant un homme de paille qu'on appelle Sanogo, n'est-ce pas, qui a servi à la France de prétexte, n'est-ce pas, pour venir à travers l'opération Serval. Et vous nous avez dit ici qu'on avait accueilli Hollande comme un dieu qui venait du ciel, n'est-ce pas, à l'époque. N'est-ce pas, à l'époque encore, nos frères maliens et nos sœurs maliens ne comprenaient pas encore les enjeux. Ils ont célébré Hollande. Et la seule chose de bon qu'Hollande a fait durant son mandat, c'est l'opération Serval. Il dit qu'il a empêché les terroristes d'arriver à Bamako. Or, c'était faux. C'est à partir de cette opération que la France a carrément divisé le Mali en deux officiellement. D'un côté Gao, capitale française, capitale de la France au Mali, et Kidal, qui était un territoire, un département d'outre-mer français désormais. Mon cher Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on ne fait pas ce narratif-là, on reprend à son compte un discours criminel, n'est-ce pas, pro-français. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous demandez pourquoi ça ne finit pas. Oui. Mais ça ne peut pas finir parce que... Malgré tout ce qu'il y a comme effet, oui, malgré tout ce qu'il y a comme arsenal, président Banakali. Parce que le pompier pyromane, c'est lui qui allume le feu. Ouais. C'est pourquoi ça ne peut pas finir. C'est-à-dire le pompier, ici, le pyromane, c'est la France. Et il vient jouer le pompier. Alors, puisque la question du terrorisme, on l'a expliqué, fatigué ici, c'est une création des forces globalistes mondiales. Ne vous fatiguez pas d'expliquer, réexpliquer. Oui, il y a toujours de nouveaux téléspectateurs. Oui, je ne me fatigue pas. Voilà. C'est ma croix, je la porte. Donc, je suis en train de vous dire donc, tout le monde sait que le terrorisme, c'est l'invention des forces globalistes, n'est-ce pas, dont ce monsieur que vous appelez président de la France est l'un des plus hauts représentants dans le monde. C'est un bien, une propriété privée de Rothschild. Je l'ai dit ici, on a ri, mais son cousin Attali le dit maintenant ouvertement en France, n'est-ce pas? Il le dit ouvertement en France. Il dit que ce n'est pas un président, c'est une fabrication de la famille de Rothschild. On l'a placé là et on va le chasser le moment venu. Il le dit, il a même dit qu'on connaît le prochain président. Il a dit ouvertement. Donc, M. Bachir, nous ne parlons pas ici pour nuire à quelqu'un, on dit la vérité. Voilà. Donc,
Les forces globalistes ont inventé le terrorisme pour justifier la géopolitique du chaos. Et la géopolitique du chaos est le meilleur moyen par lequel ils procèdent pour recoloniser le continent africain. Il faut appeler chat un chat. Il est question de recolonisation. Or, la première colonisation, c'était toujours les matières premières, Bachir. La deuxième colonisation, ce sont les matières premières, mais cette fois-ci aussi, les hommes pour les vacciner et les transhumaniser. C'est ça l'enjeu de la deuxième colonisation. Alors, pendant que vous parlez, je reçois ce message. Vous poursuivez? Je reçois ce message de Justin de la Côte d'Ivoire, un de nos confrères, journaliste d'investigation, bien sûr. Il nous dit bonsoir à vous, bonsoir à tous vos panélistes. Le deuxième port sec de la France, le plus influent au monde, se trouve au nord Mali. Port sec de la France se trouve au nord Mali, et il nous explique, il donne quelques détails avec l'extraction des minerais qui représentent 80% du nucléaire, 5000 militaires, 200 véhicules et logistiques, 200 blindés, 4 dont 6 avions de combat, 15 avions cargo et 30 hélicoptères d'attaque. Et il dit la question qui suit, qui est réellement le terrorisme? Merci pour Justin. Avons-nous besoin de témoins? Merci de vous, Justin, qui nous enrichit le débat. Merci, mon frère. Donc, Bachir, les choses sont claires. Il n'y a pas de langue de bois à faire ici. La France est notre ennemi. Le président français, c'est un ennemi. Il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas là. Vos affaires diplomatiques, voilà, vous allez m'interrompre. Naturellement, vous le savez déjà, vous le savez. Mais vous avez toujours la parole. Monsieur Bachir, vraiment, la police de pensée que vous instaurez ici, c'est inquiétant. Vous voulez que la police de pensée, c'est pourquoi on devient alors quoi? Non. Mais ces gens-là, ils vont nous pourchasser. Vous voyez, ils nous censurent sur Facebook. C'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, partout, ils censurent les gens. C'est-à-dire que... parce que un truc comme Zuckerberg, un truc comme ça, un truc comme le patron de Twitter, il décide de ce que nous on va dire. Bon, maintenant, même sur notre plateau ici, il y a la police de pensée, parce qu'on veut faire plaisir à M. Macron. Le président français, la France, ce sont les ennemis de l'Afrique. Bixi, président Bandakani. Voilà, c'est tout moi qui dis. C'est pas la média qui dit. Donc, ce sont les ennemis de l'Afrique, et un ennemi, on le traite comme tel. Donc, les choses sont claires. Ce témoignage de Justin qui vient d'envoyer le message est clair. Bachir, dites-moi pourquoi vous avez l'uranium au Niger, il n'y en a pas au Mali. Vous ne comprenez pas les enjeux? Pourquoi la France va à tout prix détacher le nord du Mali? Pourquoi? Et ils ne considèrent et ils ne veulent laisser le Mali uni qu'à condition qu'elle soit la tutrice du Mali. Ouais. Le Mali uni. Et pour que le Mali soit uni, il faut que c'est la France qui règne sur le Mali. À défaut de ça, on va diviser le Mali. Voilà le chantage géopolitique auquel le Mali et les Maliens sont soumis, M. Bachir. C'est pas une vie ça. C'est ça. Voilà le terrorisme là. C'est-à-dire, le terrorisme avant d'être le terrorisme des sous-traitants, et tous ces petits terroristes-là qu'on fabrique là comme en avant, sous forme de djihadistes, n'est-ce pas? Et d'abord, le terrorisme politique, le terrorisme d'État, qui est la mère du terrorisme, du sous-terrorisme des moudjahs, tous ces machins que vous appelez là, pour tromper les gens. Tous ces sont les agents français. Qui servent le masque à l'État français. Mais il y a d'abord le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État consiste à faire chanter les Maliens nuit et jour en leur disant que si vous voulez vous débarrasser de la France, votre pays explose. Si vous voulez unir, vous nous laissez confisquer le nord du Mali extrêmement riche. Parce que tout ce qu'il y a au Niger, il y a ça au Mali, mon cher Bachir. C'est pour ça que la France, au départ, c'est pour ça que la France, au départ, voulait au départ créer ce qu'on a appelé la communauté, la communauté, on appelait ça quoi, l'organisation communale de la région du Sahara, un truc comme ça. Oui, indépendance. C'est-à-dire qui devait être un seul État, l'État du Sahara, parlons ça comme ça, et qui appartenait à la France. Voilà, après cette brève interruption qui résume l'importance de notre thématique du jour et bien sûr qui nous ramène, pourquoi pas, à notre cher président Bandakani qui poursuivra quelques minutes supplémentaires avant d'aller vers notre cher Fabrice Beyor également qui nous a rejoint depuis quelques minutes. On le salue d'ailleurs, président Bandakani, et donc vous nous expliquiez, on va pas quand même lâcher le morceau, vous nous expliquiez ce que vous considérez comme le terrorisme d'État auquel que connaît le Mali aujourd'hui. Oui, le grand journaliste que vous êtes, avec votre langage empolé, moi, ce langage que moi, hein, nous sommes censurés. Un langage que moi, on nous censure. Puisque avec des algorithmes, n'est-ce pas, on peut faire tout ce que les GAFAM nous font là. On nous censure. Moi, vous avez dit n'importe quoi. Bon, ça langage que moi. Tout à fait. Donc, je pense que nous sommes censurés. Et plus ils le font, plus ils nous rendent forts. Alors, ça ne m'empêchera pas de revenir. J'étais en train d'expliquer le terrorisme d'État. Oui. Qui a deux paliers d'analyse de l'affaire qui est au Mali là-bas, Bachir, et dans le Sahel. C'est que, de manière fondamentale, depuis près d'un siècle, la France terrorise le Mali.
et son peuple. La France a instauré une terreur sur le Mali et sur les Maliens. D'abord, ça a été la colonisation, et après, les luttes d'indépendance autour de Modibo Keïta ont obligé la France, n'est-ce pas, à concéder une indépendance, mais après, elle a organisé la terreur d'État pour assassiner Modibo Keïta. Ce sont des faits. Après l'avoir assassiné, elle a introduit, n'est-ce pas, les militaires au pouvoir. Et depuis ce moment-là, c'est la descente aux affaires du Mali. Ce grand pays, ce grand peuple, mon cher Bachir. Cette descente aux affaires a connu une montée en puissance il y a eu la phase transitoire de M. Toumani Touré, lui-même militaire, qui a fini avec son ancien patron Moussa Traoré. Et il y a eu l'épisode de Sanogo, une espèce de fanfaron, sous-traitant, n'est-ce pas, de Paris, qui a permis à la France de venir, à M. Hollande de venir faire le cinéma avec l'opération Serval, qui était, n'est-ce pas, une intensification de la terreur d'État français contre le Mali. Et l'opération Serval a permis donc à la France de créer une capitale artificielle à Gao, qu'on appelle Gao, n'est-ce pas, et de faire de Kidal un département pratiquement d'outre-mer français, en plein Mali. Il a interdit aux Maliens d'entrer à Kidal. Quand M. Macron arrive à Gao, le président du Mali doit se déplacer pour aller accueillir M. Macron à la capitale française qui est Gao, M. Bachir. Tout ça, c'est la terreur d'État. Et quand cette terreur d'État ne peut plus, a besoin de se camoufler, il crée le sous-terrorisme. C'est-à-dire avec des groupes soi-disant djihadistes fabriqués de toutes pièces. Oui, fabriqués de toutes pièces par les officines secrètes de la France, n'est-ce pas? Et ces gars-là font le cinéma derrière pour que la France vienne intervenir. Donc, quand vous demandiez que pourquoi ça ne finit pas, je vous ai dit que c'est le pyromane, le sapeur-pompier, sapeur-pyromane. La France allume le feu, n'est-ce pas, la nuit, et le jour vient jouer au sapeur-pompier. C'est le parfait pompier pyromane, mon cher Bachir. Et je convoquais ici l'organisation commune, n'est-ce pas, de la région du Sahara. Avant l'indépendance, la France voulait faire du Sahara un État français, un peu à l'image du Congo. Congo-Kinshasa, n'est-ce pas, du Congo, avec Léopold II. C'est ça que la France voulait faire. Donc quand on parle de terrorisme, Bachir, il ne faut pas voir les effets. Le terrorisme, c'est la volonté de Paris de s'approprier le Mali pour faire son bien privé. C'est d'abord ça. Et de faire des Maliens ses esclaves. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. La première colonisation, c'était la colonisation qu'on a tout à l'heure, lui, Michel a bien démontré. L'enjeu des matières premières. Mais la deuxième colonisation qui est celle-ci est une colonisation qui a une visée éternelle parce qu'il s'agit de prendre vos matières premières, c'est clair, mais aussi de faire de vous les esclaves éternels à travers la transhumanisation, le vaccin. Donc c'est ça, Bachir. Donc voilà pourquoi ça ne peut pas finir. Si ça finit, ça veut dire que la France doit quitter le Mali, mon cher Bachir. Mais ce qui est intéressant, et par là nous sortons. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le peuple malien est debout. Oui, il est debout. Sa lutte peut connaître des hauts et des bas. Il peut m'arriver que le peuple n'a pas toujours une vision très claire des enjeux. C'est moins grave. Mais il est debout. Il a identifié son ennemi. Et ça, c'est un grand pas. Et le peuple se bat. Ces longues manifestations programmées sur un an, ça, c'est de l'audace. C'est Bachir. J'ai eu à discuter par derrière avec certains. J'avais des réserves. On a discuté. Et comme le Michel a dit, ils le savent, soutien total. Merci, Président. Bachir, je termine. Soutien total. Donc, vous voyez, là, cette dynamique-là, c'est la montée de la contestation qui va se transformer en révolution. Parce que, Bachir, le but, c'est de chasser la France. Comme l'ont fait les Vietnamiens, l'Indochine, M. Bachir. On a chassé les Français d'Indochine. Vous voyez que les Vietnamiens ont 4 pieds. Le but, on va les chasser du Sahel. On va chasser la France de l'Afrique. Nous sommes dans des dynamiques qui montent en puissance. Il y a des étapes, il peut y avoir des flux, il peut y avoir des reflux, mais la trajectoire, le sens de l'histoire, c'est que le but, c'est de chasser la France du Sahel et de chasser les Français du Sahel. Et à ce niveau, les Maliens, ils sont sur le bon chemin, malgré le fait que les militaires, n'est-ce pas, sont dans des contraintes compliquées, n'est-ce pas, l'État militaire lui-même là, et comme il a hérité d'une armée fractionnée, il y a beaucoup de factions dans l'armée, il n'est pas facile de construire une unité militaire, on voit les militaires aller à Paris, n'est-ce pas, faire la diplomatie. Mon cher Bachir, ça ne change rien, le peuple malien, chaque fois qu'il sera debout contre l'ennemi français, il aura notre soutien. Merci, Président Bandakani. Fabrice Béor, bien le bonsoir, très cher ami. Merci d'être avec nous depuis plusieurs minutes déjà. Et vous l'avez vu, malgré la brève interruption, nous sommes de retour. Et on vous passe la parole justement, notamment sur ce volet. La présence de Barkhane dans le Sahel n'a visiblement pas apporté grand-chose dans la lutte contre le terrorisme, ou plutôt les terroristes présents au Mali.
Bonjour Bachir, bonjour le plateau, bien évidemment, bonjour très chers panélistes et en tout premier lieu, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrimédia. J'ai toujours un plaisir d'être en contact avec l'Afrique, un continent que j'ai au cœur depuis mon engagement en Libye dans les années glorieuses de la Jameria. Alors pour répondre à votre question, c'est oui, l'opération Barkhane, non seulement elle ne sert à rien, mais elle ne sert à rien pour l'Afrique, ça c'est une évidence, elle ne sert à rien pour le Mali, et bien au contraire, c'est une épine dans le pied du Mali, puisque nous sommes dans une situation en fait qui est, on va dire, gelée. L'intervention donc de Barkhane était face aux djihadistes et pour maintenir, selon Paris, l'État malien face donc à la possibilité d'invasion de la capitale. La question c'est pourquoi ces djihadistes avaient autant d'armes et pourquoi ils ont pu à cette époque avancer aussi près de la capitale malienne. Donc c'est un peu, vous savez, le prétexte, le terrorisme, si tant est qu'il n'est pas fomenté par certaines puissances étrangères, il est à tout le moins utilisé pour cela. Et dans le cadre précis, oui, Barkhane ne sert strictement à rien pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais pour éviter qu'il y ait des problèmes à la France. En France, par exemple, nous avons... C'est un problème en fait pour Paris aussi, mais pour une autre raison, puisque aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les interventions ici et là et la prise de conscience d'une certaine partie de la population, mais de plus en plus importante également en France, dans le cadre des Gilets jaunes par exemple, lorsque vous demandiez aux gens et qu'ils leur avis sur ce qui se passait par exemple en Afrique, nous avions la plupart des gens qui disaient qu'il fallait que les soldats français rentrent en France et qu'ils laissent les Africains régler les problèmes entre Africains, non pas en disant je n'ai rien à faire de ces problèmes, mais en disant que ce n'est pas normal que l'armée française aille occuper ces pays, puisque sur les ronds-points, les gens avaient le temps de discuter et de, on va dire, s'éduquer sur des choses que jusqu'à présent ils ne prêtaient pas attention, à savoir la géopolitique ou la politique internationale de la France. C'est un problème et c'est aussi pour la France une raison particulière de rester, parce que aujourd'hui, même pour eux, pour la France, ça coûte, pour Paris, pour le Quai d'Orsay, ça coûte énormément, évidemment, d'argent. Alors il y a évidemment l'uranium, nous savons très bien ce pourquoi la France est dans la région. Elle devrait le dire clairement et elle pourrait, même si elle était honnête, faire un deal gagnant-gagnant, mais c'est pas... les gens au Quai d'Orsay, la France-Afrique, les réseaux de Monsieur Le Drian sont toujours dans une mentalité néocoloniale où on ne peut pas évidemment passer à des rapports d'État souverains. Faudrait-il encore que la France soit souveraine en partie d'ailleurs, mais c'est une autre question. Mais pourquoi aussi Barkhane est présente? Parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui, ce qu'il se passe en Afrique et en particulier dans la zone du Sahel, au fur et à mesure, nous voyons bien ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Et Barkhane, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est pour le camp occidental une sorte de barrière dans leur discours. Je répète leur discours d'expansion de la Russie en Afrique. Et évidemment, ça, ils ne le veulent pas, parce que si du jour au lendemain, après une certaine période, les États retrouvaient leur stabilité et la paix avec la lutte contre le terrorisme dans laquelle la Russie excelle, bien évidemment, il n'y aurait plus aucune justification de la présence militaire française et donc de l'ingérence de la France ou des pays de l'OTAN ou des États-Unis en Afrique. Et ça, ils ne le veulent pas, puisque leur plan n'est pas de laisser l'Afrique souveraine, mais bien au contraire de continuer à les spolier, puisque la plupart des oligarques français détiennent leur richesse de l'Afrique. Et en cela, on voit qu'aujourd'hui, on va dire, les accords ou les possibilités d'alliance des pays africains, évidemment, aujourd'hui, se multiplient. Et en particulier, on voit bien au Mali, nous avons une alliance
qui commence à se renforcer entre l'armée russe et l'armée malienne. Il y a à peu près un mois, nous avions un envoyé spécial ambassadeur Gromyko Runocruz qui est allé à Bamako pour cela. Donc on voit aujourd'hui une alliance aussi, tout du moins aujourd'hui dans le cadre de l'armée russo-malienne, et peut-être effectivement que cette alliance serait une solution pour mettre fin à Barkhane et mettre fin en partie, tout du moins pour cette partie-là, à le parasitage, on va dire, d'une solution sécuritaire et politique pour retrouver la sécurité, pour pacifier le pays et surtout l'intégrité territoriale du pays. En cela, Barkhane n'a pas un grand avenir n'a pas un grand avenir, on va dire, en Afrique, n'a pas un grand avenir au Mali, et comme en Centrafrique, je pense que la voie est tracée pour les néo-panafricanistes, à tout le moins pour les patriotes de leur pays qui veulent retrouver leur totale souveraineté sécuritaire, et tout simplement pour pouvoir reprendre des décisions et choisir ses alliés et choisir son destin, tout simplement. Merci Fabrice Béor pour ces éléments qui nous permettent, pourquoi pas, d'aller vers nos téléspectateurs. On leur donne la parole et on revient vers vous, chers panélistes. Madame Aminata nous appelle de France. Bonsoir Madame Aminata. Bonjour tout le monde. Bonjour Afrique Média. Je suis contente aujourd'hui parce que j'ai tous mes chouchous à l'antenne. Bachir aussi, mon journaliste préféré. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Je trouve que vous coupez beaucoup mon chouchou, le président Badakani, quand il parle. Donc je souhaite que ça change. Je sais que il doit parler souvent de la France. Peut-être ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Hein. On doit quand même dire les choses. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci donc à notre chère Aminata qui nous appelait de la France juste pour revendiquer votre cause, président Badakani. Merci à Aminata. Allez, on reste au téléphone. Abou nous appelle d'Angleterre. Très cher Abou, bonsoir. Oui, Abou, bonsoir, on vous écoute. Abou, bonsoir. Beaucoup de défauts. Et je confirme que vous êtes le plus grand journaliste du monde. Et une fois que j'ai dit cela, je vous ai, en ma qualité de président de tous les téléspectateurs, mes condoléances les plus attristées à la famille du doyen Noir Sadio qui nous a quittés, et je dis au nom de tous les téléspectateurs d'Afrique Média, et nous sommes à cet effet en train de nous organiser pour faire un don à la famille éplorée. Donc je salue aussi mon président Balakani que j'adore, le doyen Basilekil, docteur Basilekil, Fabrice Béor, Luc Michel l'Africain, tous les techniciens, le PDG que j'adore, et tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique de ce soir, j'aimerais dire une anecdote avant de répondre à la question. Vous savez, quand j'étais arrivé ici, en Europe, mon premier ami anglais m'avait dit que Hitler était l'ange que Dieu avait envoyé pour mettre un terme à Satan qui est la France, le gouvernement français. Donc, du coup, moi, en tant que chrétien, je m'étais emporté contre mon ami. Mais, à la suite, en 2004, quand la France a tué, assassiné devant l'hôtel d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, plus de 80 Ivoiriens, sans que personne ne se meure, et en 2011, à la suite, est venu kidnapper un président en plein 21e siècle.
sans que personne ne se meure, et que la France, en plein 21e siècle, trouve ça normal. J'ai tout de suite compris que mon ami avait eu raison. La France est le Satan. C'est le Satan qui, au 21e siècle, en ce moment où on parle de liberté partout, la France s'accroche encore sur ce que j'ai appelé le parasitisme. Le parasitisme économique. Et la France veut montrer aux yeux de toute l'humanité qu'il faut être parasite pour exister. Elle a que comme modèle économique de paupériser les pieds du continent africain pour exister. Et cela, elle le fait, mais elle se déroge tous les bons noms. Elle le fait, elle s'appelle pays des droits de l'homme, elle s'appelle pays de l'égalité, elle s'appelle pays des lumières, de la diplomatie, alors qu'elle est loin de tout ça. La France est le cancer de l'humanité actuelle. Comprenez que la France n'a jamais colonisé la Libye, mais c'est la France actuellement qui a 38% sur le pétrole libyen. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle est experte dans ce que j'ai appelé le parasitisme. Elle est parasite chronique et elle est devenue experte dans tous les détours de comment parasiter un pays. La France n'a jamais colonisé la Guinée équatoriale. Mais tiens, aujourd'hui c'est la France qui crée tous les micmacs pour paupériser la Guinée équatoriale. Maintenant au Mali, vous comprenez que le peuple malien a tout notre soutien et nous sommes prêts à mettre tout en marche pour enlever la France du Mali. Parce que le Mali, c'est là-bas que va commencer la libération de l'Afrique. Il faut que toute l'Afrique comprenne ça. Nous devons gagner cette guerre-là contre la France au Mali. Et nous soutenons le peuple malien. Nous voulons que la coopération... Merci à notre cher Abou d'Angleterre et bien sûr Abou qui pourra revenir, pourquoi pas. Nous avons la mine en attente, mais avant lui, c'est Dominique depuis le Québec. Dominique, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonjour Bachir. Je vous remercie de me donner l'occasion encore une fois pour m'exprimer à travers votre chaîne. J'apprécie bien. Tout d'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée de comment s'appelle-t-il déjà le Noah monsieur Sadio. Noah Sadio. Je voulais dire au passage que Noah Sadio, je l'ai connu via Afrique Média, donc aux différentes émissions auxquelles il a eu à participer ici. Et je voulais vous dire au passage que je viens de la même localité que Noah Sadio, quand bien même je ne l'ai jamais rencontré. C'est pourquoi, lorsque j'ai appris à travers vous, Bachir, ce matin, le décès de Noah Sadio, j'ai sursauté parce que ça m'a vraiment touché en tant que panafricain, comme lui en tant que Sénégalais, mais particulièrement venant de la région d'où il est originaire, c'est-à-dire de la Casamance. Donc je m'incline devant sa mémoire et prie pour que le bon Dieu l'accepte au paradis. Ceci étant, je voulais saluer aussi votre plateau, vos panélistes, particulièrement Bandatani, qui est un des vaillants combattants pour la libération totale de l'Afrique. Quand je l'écoute, souvent je suis vraiment rassuré parce que je vois en lui et en tant d'autres également panélistes une détermination, un engagement. Il disait ce matin, au tout début, qu'il était pour souffrir, mais que le combat l'obligeait à se présenter. Donc, toutes mes salutations. Je salue également aussi l'Africain blanc, en l'occurrence Luc Michel, qui a toujours retroussé les manches pour s'engager dans ce combat depuis très très longtemps, avant même que nous nous y engagions. Ceci étant, je voulais juste, pour ne pas être trop long,
rappeler ici à mémoire la citation de Cheikh Anta Diop concernant la libération d'un pays, d'un continent, dit que la sécurité précède le développement. Donc, si je prends l'exemple du Mali et tous d'autres pays également, il faut obligatoirement, nécessairement, régler cette question de sécurité pour pouvoir amorcer plus tard le développement. Voilà, je pense que ça veut tout dire. Autrement dit, nous devons nous battre aujourd'hui pour avoir les moyens militaires pour nous défendre. C'est cela qu'il faut. C'est là où se trouve le blocage du développement et de la libération de l'Afrique. Et je pense qu'un pays comme la Centrafrique l'a compris, et d'autres suivront également. Il faut sécuriser nos pays, il faut équiper nos armées pour pouvoir faire face à l'ennemi. Je vous remercie et je vous souhaite bonne émission. Et merci Dominique. Un salut à tous ceux qui nous suivent donc du côté du Québec et bien d'autres grandes villes du Canada. Nous restons au téléphone, on prendra 2 ou 3 autres appels. Et Lamine était en attente, me signale-t-on. Lamine Diop, bonsoir, depuis la Suisse. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, M. Bandakani, M. Basilike et les 2 intervenants du Plex, M. Luc Michel et la personne au nom de Fabrice. Effectivement, il a tout à fait raison, M. Bandakani, nous sommes censurés. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai été sermonné par la RH de la compagnie multinationale dans laquelle je travaille tout récemment en me disant que je polémiquais assez sur les réseaux sociaux en logique de politique. Donc j'ai botté ça. Je lui ai répondu tout simplement que tout ça c'est dans le cadre privé, dans ma vie privée. Donc c'était juste pour vous annoncer que nous sommes censurés de tous les bords. Et ceci dit, la France aujourd'hui, concernant le sujet d'aujourd'hui, la France utilise toutes les estrades de l'Institut politico-militaire en Afrique pour maintenir sa domination. Certes, mais quand même, nous, Africains, on a une grosse part de responsabilité aujourd'hui, et on le voit. Là, ce qui se passe, ce qui se passe au Mali, on le voit. Les Maliens n'ont même pas leur mot à dire sur l'hypothèque de leur propre souveraineté. Et je me pose la question, quelle est la légitimité de Bandaou pour négocier le maintien de l'armée française au Mali avec la France? Il n'a pas été élu, que je sache. Mais tout ça, ça montre à quel point quand même on est en face d'un État vaillou. La France ne s'est même pas posée et ne s'est même pas demandé s'il y a nécessité de mettre en place un référendum au Mali pour demander les Maliens, parce qu'il s'agit des Maliens, d'un éventuel référendum sur le maintien de Barkhane. Aussi dit, on peut faire aussi la même parallèle chez le voisin sénégalais, car il se passe des choses nauséabondes là-bas aussi au Sénégal. Je pense que Sonko, le candidat à la présidentielle au Sénégal, a été victime d'une justice aux ordres de l'Élysée. Il faut en parler. Naturellement, Macky Sall sait très bien qu'il ne pourra pas faire un 3e mandat dans la tranquillité au Sénégal. Et je pense que c'est le Quai d'Orsay et l'Élysée qui lui en interdisent. Ceci afin d'éviter plusieurs fronts de contestation anti-français en Afrique de l'Ouest. Par ce fait, Macky Sall a déjà travesti le candidat à la présidentielle arrivé 2e lors des dernières élections au nom d'Idrissa Seck. Et également ceux qui sont à l'origine de ces coups de domination en Afrique savent que Sonko, soutenu par la diaspora et la jeunesse sénégalaise, ne fera pas leurs affaires, parce que Sonko a été très clair sur son programme, la sortie du CFA, du franc CFA, et la renégociation des accords de partenariat économique Nord-Sud. Donc il faut placer un docile, un bénéfice pour maintenir la continuité de la domination occidentale sur la houlette de la France au Sénégal. Et pour cela, il faut sortir une vieille affaire fabriquée de toutes pièces pour déstabiliser, discréditer Sonko et limite l'écarter juridiquement de toute vie politique. Et donc, à partir de ça,
que je viens d'évoquer, on constate que tout simplement, il n'y a pas d'alternance politique au Sénégal, comme le stipule mon cher Bandakani, contrairement à beaucoup de nos confrères africains qui parlent du même langage que les Occidentaux, qui donnent le Sénégal comme un des modèles de démocratie en Afrique. Donc, on tient ici un début de commencement d'indice du robinet d'origine de toutes les fuites liées à la France-Afrique, puisqu'on peine à comprendre la raison pour laquelle Macky Sall veut écarter juridiquement Sonko de la sphère politique sénégalaise avec un tel acharnement des petits arrangements de pouvoir, si ce n'est pour satisfaire les souhaits de l'Élysée, qui ont tout intérêt que ce candidat puisse être éliminé. Une fois de plus, nous sommes systématiquement dans la même logique. Nos frères africains se donnent corps et âme pour éliminer les potentiels africains pour le bonheur et le bien-être des Occidentaux, comme Blaise Compaoré l'a été pour Thomas Sankara, ou encore les trios Bédié, Ouattara, Soro, Guillaume l'ont été pour Laurent Gbagbo, etc. etc. Nous sommes dans le délire complet en Afrique. Merci. Puis je termine par là, chère jeunesse africaine, nous devons... Merci très cher Lamine, rassurez-vous, ici je ne vous ai pas censuré. Ce que vous dites est très intéressant et en même temps il y a beaucoup d'autres qui veulent intervenir. En tout cas Lamine a dit quelque chose qui est fondamental, contrairement à ce que beaucoup d'Africains se disent, notamment sur la question de l'alternance au Sénégal. Il y a certaines vérités qui ne sont pas dites. Merci en tout cas à notre cher Lamine. Il y a Jean qui est en entente depuis quelques minutes. On prend Jean, ensuite Delphin et on revient messieurs. Je vous vois très à l'écoute et surtout voilà, en alerte, surtout vous voulez réagir. Donc Jean depuis Chicago, ensuite Delphin et je reviens vers nos panélistes. Jean, bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tes invités, bonsoir particulier à notre maître, Frère Zakani. Que la main puissante de Dieu soit sur lui et tous ceux qui défendent l'Afrique. Zakani, je me joins aujourd'hui. Zakani, nous voulons, Bachir, je me joins aujourd'hui à Zakani, nous voulons proclamer officiellement à tous les Africains que la France est l'ennemi de l'Afrique, du développement, du décollage de l'Afrique. Et nous devons tout faire pour l'enseigner à nos petits-enfants, à tous les enfants de l'Afrique, à tous les moyens, Bachir, après que la France est l'ennemi du développement, du développement et du décollage économique de l'Afrique. Tout ce que je veux dire ce matin, c'est vous encourager. La France est l'ennemi premier du développement et du décollage de l'Afrique. Ah, bah, si chaque fois quand nous venons sur l'antenne, nous devons le rappeler aux Africains, aux jeunes Africains. Pas peur. Parce que nous sommes en guerre. Dans cette guerre, il ne faut pas avoir de compromission ni de passion. Parce que ce que la France fait depuis longtemps sur l'Afrique, ça suffit. Ça suffit, Bachir. Ça suffit. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, très cher Jean, depuis les États-Unis. Justement, le dernier appelant pour la série, on me signale que c'est plutôt M. Diawara. D'accord, Diawara. Bonsoir, M. Diawara. Monsieur Diawara, bonsoir. D'accord. C'est plutôt Monsieur Diarra. Monsieur Diarra, bonsoir. Allez, on retournera au standard tout à l'heure. Le temps de boucler donc ce dernier tour de table sur le Mali avant de dire un ou deux mots sur la RCA. Luc Michel, je reprends comme on a commencé tout à l'heure, justement avec vous sur ces Maliens. Vous nous avez rappelé qu'ils sont déterminés à faire 1 an de manifestation. Ils se sont organisés pour que cela se fasse, pour faire entendre leur voix. Est-ce que vous pensiez qu'en face, ils auront justement la liberté de s'exprimer comme il se doit? On sait que parmi la junte au pouvoir aujourd'hui, il y en a qui sont radicalement contre l'idée même d'une quelconque marche anti-française au Mali. Écoutez, on leur a déjà empêché de s'exprimer lors de la première manifestation du 20 janvier, puisque
La police a matraqué, on a lancé des gaz lacrymogènes et on a même cassé la jambe volontairement d'un des jeunes activistes à qui on a tiré à bout portant. Ce sont les méthodes employées par Macron, sont employées contre les nationalistes maliens. C'est ça qu'il faut souligner. Maintenant, les patriotes maliens, ce sont des gens qui sont revenus d'une grande déception. Ils ont pris la rue, ils ont porté littéralement les militaires au pouvoir en leur assurant, je dirais, le contrôle de la rue, et ils se sont fait rouler dans la farine. Les militaires sont arrivés en disant qu'ils allaient mettre un terme à Barkhane, et aujourd'hui ils appellent au respect de Barkhane, de Takuba et des accords d'Alger. Mais maintenant, les patriotes équato-guinéens, notamment ma camarade Amina Fofana, qui aujourd'hui est représentante du peuple au Conseil de transition et qui a un poids politique de plus en plus important, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ne aboutiraient pas spontanément et qu'aujourd'hui, il fallait établir un rapport de force. Ce rapport de force, il va s'établir dans la rue. La capacité des patriotes maliens à rassembler des foules considérables contre la volonté de militaires ralliés à la France-Afrique et aux politiciens de l'ancien régime d'étouffer cette révolution malienne. C'est cela qu'il faut constater. Nous avons un devoir important. C'est le devoir d'Afrique Média. C'est le devoir des néo-panafricanistes. C'est-à-dire que ces gens vont réussir ou vont échouer dans la mesure où on va pouvoir continuer à les étouffer, à les empêcher de s'exprimer, à les empêcher de proclamer la colère de la rue malienne et africaine contre la présence militaire française. C'est pour cela qu'ils ont besoin de notre appui. Ils ont besoin que nous soyons un peu leur voix et leur tribune extérieure. C'est à ce sens-là que ce combat sera gagné ou perdu, comme nous en avons malheureusement perdu beaucoup ces dernières années. Mais il y a un point qui est positif, c'est que jusque-là, on avait un huis clos entre les Occidentaux, Américains, Français et Allemands, et les Africains. Les Africains n'avaient pas d'oxygène géopolitique, ils n'avaient pas d'oxygène politique, on les étouffait comme on voulait, et ce sont les médias occidentaux qui dominaient tout le paysage audiovisuel africain. Aujourd'hui, c'est différent. Tout d'abord, il y a Afrique Média. Nous avons prouvé lors de l'élection de Guinée-Conakry ou lors de l'élection de Côte d'Ivoire, même si elle a mal tourné, que nous faisions jeu égal avec les médias occidentaux. Et secondement, ce qui a changé, c'est l'arrivée des Russes. Les Russes ne sont pas seulement présents en Centrafrique, ils sont également en train d'intervenir au Soudan où un gouvernement pro-occidental lié à l'Atlantique Council qui a porté une de ses créatures au pouvoir, c'est le Premier ministre Hamdallah Hamdok. Mais les généraux soudanais issus de l'ère d'Omar el-Béchir, ils ont encore le soutien de l'armée russe avec qui ils ont des accords militaires. Les Sukhoi Su-34 par exemple, qui contrôlent aujourd'hui le ciel de Centrafrique, ils ne viennent pas de Bangui, ils viennent de Khartoum. Deuxième pays, c'est le Mali. Les dirigeants de ce que vous appelez la junte, parce que ce n'est plus que ça aujourd'hui, qui sont ralliés à la France-Afrique, mais il y a des éléments militaires qui, sur le terrain, collaborent avec l'armée russe et qui ont des accords signés de même nature que ceux signés avec l'armée centrafricaine. Il y a la même chose qui se passe actuellement, bien entendu, dans d'autres pays. Les Russes arrivent discrètement. Ils sont présents au Burundi. Ils sont prêts à tendre la main à l'armée camerounaise, notamment. Ils sont présents économiquement au Tchad. C'est ça qui a changé tout le contexte géopolitique. Le huis clos entre le néocolonialisme occidental et les colonisés africains, il est terminé. C'est la question qu'on voulait poser, docteur Bassilican. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes à explorer pour aider justement ces Maliens et toutes ces autres nations africaines à se départir de cette domination française qui s'est établie déjà?
Écoute Bachir, il n'est jamais interdit de réfléchir, de trouver de nouvelles pistes, de rechercher comment améliorer la situation actuelle de la lutte. Parce que, comme Luc Michel l'a dit, c'est une véritable lutte qui s'engage là. Je vous assure, si au Mali, en Centrafrique, le peuple gagne, ça signifie que ça sera fini de la France-Afrique. Ou en tout état de cause, il n'en restera que des survivances qu'il sera plus facile de combattre. Donc, il n'est pas interdit de réfléchir. Mais, tout en réfléchissant, il faut utiliser les forces, les moyens, les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. Et nous savons que, face aux puissantes armées françaises, il n'y a que des armées de même équation, de même capacité, qui soient en mesure de nous appuyer. Pas de combattre à notre place, mais de nous appuyer de manière à ce que veulent les Africains, dans le cas d'espèce, ce que veulent les Maliens, c'est que leur territoire doit être libéré de toute présence militaire étrangère qu'ils n'ont pas, eux, souhaité ou appelé. C'est cela que nous voulons. Eh bien, nous savons qu'aujourd'hui, l'armée russe a la capacité de nous aider dans ce sens. Nous savons qu'aujourd'hui, comme disait Luc Michel, jusqu'à un passé très récent, c'était le huis clos. C'était la France et son précaré. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle destituait les dirigeants qui n'avaient pas bonne couleur pour elle. Elle installait des personnes qui lui étaient soumises. Ce qu'elle fait encore aujourd'hui, ne le perdons pas de vue. Parce que M. Ouattara n'est pas autre chose qu'une polichinelle qu'on a mise là pour précisément continuer à exploiter la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle simplement l'affaire du métro d'Abidjan, où l'on voit comment M. Ouattara est revenu redresser une situation que le président Gbagbo avait pratiquement déjà éclairée. Donc, nous avons besoin des Russes, comme nous avons besoin de toutes les autres bonnes volontés. Sauf que, ce qui est dangereux, c'est ce que nous avons déjà vécu avec la France. Oui. Et je voudrais attirer ici l'attention des Africains. Quand vous négociez avec une puissance étrangère, ne négociez pas comme si vous étiez en situation d'infériorité. Négociez d'égal, négociez d'égal à égal. Protégez vos intérêts jusqu'au bout du cheveu, parce qu'il n'y a pas de choses que l'on cède et que l'on peut récupérer plus tard. Ce que l'on cède aujourd'hui par amitié ou par sentiment, demain ce sera par guerre ou par, en tout cas pas en versant du sang qu'on le récupérera. Donc, il y a des pays, je pense au mien, le Cameroun, qui a des relations de plus en plus intenses avec une puissance étrangère, la Chine. Mais il faut leur demander aux Chinois que le principe de base, c'est le respect du peuple qui les accueille. Nous voyons dans certaines entreprises, dans certaines situations, des étrangers qui se conduisent un peu comme les maîtres colons d'hier vis-à-vis de leurs colonisés. Non, ce n'est pas ça. Et nous pensons qu'un pays aussi nationaliste que la Russie, qu'un pays qui n'a jamais colonisé comme la Russie, eh bien que ce pays-là puisse, quand il nous tend la main, que nous puissions la saisir et que nous puissions en tirer le maximum pour libérer l'Afrique. Parce que l'enjeu du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, si possible, sans les Africains. Voilà, tout à l'heure, Bandakani rappelait les vaccins des uns et des autres. Et voilà l'occasion pour nous, avec un troisième intervenant, de dire à nos dominateurs, à nos exploiteurs d'hier, eh bien, basta, ça suffit, on ne va pas continuer sur la même lancée. Merci, docteur Bassilikian. Président Bandakani, justement,
Un ou deux mots. Oui, moi j'insiste. Nous abordons la RCA. Oui, j'insiste et je persiste. Dans un combat comme celui-ci, la maîtrise du narratif est importante. Oui. C'est très important. Si c'est l'ennemi qui nourrit votre narratif, ça ne vaut pas la peine, comme on dit au quartier. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il va mentir. Il ne va pas vous donner les clés pour comprendre son jeu. Or, le narratif endogène permet de bien connaître l'ennemi, de cibler, n'est-ce pas, les articulations de son action et de mieux briser ses reins. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut briser les reins de la France. Mes mots sont clairs. Donc, et pour ça, il faut un vrai narratif. Et j'insiste là-dessus. Moi, aujourd'hui, on avance, Bachir. On avance. Avant, les Maliens n'avaient pas le narratif de développement comme vous voyez aujourd'hui. Tout à l'heure, Luc Michel vous en parlait, avec notre camarade Aminata et tous ces panafricanistes maliens, le peuple malien. Ils ont un narratif aujourd'hui qui fait que la France, on l'a prise main dans le sac. Et c'est fini là. C'est ça c'est le début de l'affaire. Que le narratif d'abord, la conscience des événements, la lecture des événements, mon cher Bachir, la conscience historique commence par la capacité à analyser la réalité. Et si vous laissez l'ennemi analyser votre réalité, vous n'allez pas l'affronter. Quand vous commencez à analyser la réalité par vous-même, vous définissez les stratégies et les tactiques qui correspondent à la réalité. C'est ça qu'il y a là aujourd'hui au Mali. Quand vous voyez cette audace du peuple malien qui dit 1 an de manifestation, peu importe que la jeune militaire ne veut pas l'entendre parler, ça c'est le problème des militaires. Mais quand le peuple dit que nous allons manifester parce qu'on veut chasser la France de notre territoire, est-ce qu'il y a un combat plus légitime que ça? Est-ce qu'il y a un combat plus historique que ça? Donc on avance. Et c'est la France qui est en train de reculer, M. Bachir. C'est la France qui recule. On avance. Et il faut continuer à apporter notre soutien au Mali, à encadrer le Malien avec l'apport de Luc Michel, Béor, n'est-ce pas, la présence russe, toute cette multipolarisation des forces, n'est-ce pas? Il faut coordonner tout ça pour ce combat. Et c'est ça qui montre que les choses avancent. Bachir, pas de pessimisme, mais les choses avancent. La multipolarisation des forces de la situation malienne, il n'y a pas ça avant. Il y avait même qui allait attaquer la France. On allait dire quoi? On dit que c'était le sauveur. Hein? Monsieur Hollande est arrivé au Mali, tout le monde s'est gagné pour saluer le sauveur, alors que c'est l'ennemi qui vient mettre le feu, mon cher Bachir. Deuxièmement, je voulais parler de l'économie de la guerre qui se passe là. Il faut rappeler aux Africains que pendant qu'on fait tout ça, la France pille les matières premières. Oui. Elle vole les choses à Kidal, Bachir. Elle vole à Gao et à Kidal. Je vous ai dit que... Et en Centrafrique. Oui, on va tout à l'heure en Centrafrique. Vous ne pouvez pas avoir... Oui, vous pouvez pas avoir l'uranium au Niger, Bachir. Vous n'avez pas l'uranium au Mali. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la France vole l'uranium au Mali, au nord du Mali, cadeau. C'est-à-dire elle pille. Oui. La dernière fois, on a attrapé les soldats français en train de voler de l'or. Quand on les a arrêtés, ils ont dit que c'est M. Macron qui a demandé qu'ils volent l'or, qu'ils envoient directement à l'Élysée. Mais c'est inacceptable. On est là dans la rapide en plein 21e siècle. C'est de la criminalité, n'est-ce pas? C'est le vol en direct, mon cher Bachir. C'est de la rapine en direct. Terrorisme d'État, je l'ai dit. La terreur d'État, n'est-ce pas? Qui se diversifie, qui se dédouble dans une sous-terreur qu'on confie à des lampistes qu'on appelle djihad, avec les noms bizarres qu'on les attribue. Ça ne trompe pas. Voilà, tout ça, djihadiste. Ça ne trompe personne, mais nous ne sommes pas naïfs. La France terrorise le peuple malien et les Maliens. La France sème la terreur au Mali. La France veut arracher au Mali sa nation. Veut en même temps arracher la population malienne pour en faire sa propriété, mon cher Bachir. Eh bien, c'est un combat perdu d'avance, Bachir. C'est un combat perdu d'avance et la France perdra ce combat. Les Maliens, tout notre soutien. Nous sommes derrière les Maliens, nous sommes derrière le Mali en tant que nation, derrière le peuple malien, et il est question dans l'avenir de fédérer tous ces combats-là, y compris au Niger partout, pour fédérer tout ça, mon cher Bachir, dans une dynamique panafricaniste digne de son nom, qui avance. Merci, Président Bandakani. Au Mali, certaines localités manifestent depuis quelques semaines pour exiger le départ des forces françaises de la mission Barkhane. Cette population demande à la France de clarifier sa position car malgré la forte présence des troupes françaises sur son sol, les djihadistes continuent de semer la terreur. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.